Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Algérie en ce lundi 29 mars. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine à partir d'Alger. Nous serons ensemble jusqu'à 10 h du matin. Vous le savez, comme chaque matin, eh bien, nous sommes là pour vous divertir tout en étant utiles, bien sûr, à travers nos différentes rubriques et thématiques que nous allons aborder avec nos invités. À commencer tout d'abord avec Yazid Ait Mahidine qui nous fera découvrir l'adaptation d'un roman, donc Le désert sans détour de Mohamed Dib en bande dessinée de Jacques Ferrandez, un artiste complet, dessinateur, scénariste, musicien et grand voyageur. Mais tout ce qu'il aime faire après tout, c'est avant tout de servir le texte, de restituer bien au plus près les sensations qu'on éprouve à sa lecture. C'est ce que nous verrons tout à l'heure évidemment ensemble. Ahmed Degri Hassan, dans sa rubrique, nous parlera d'un romancier de l'identité perturbée, de l'assimilation impossible. Il s'agit de Choukri Khodia qui a été très affecté par les dépréciations dont il a fait l'objet. Nous en saurons davantage dans l'heure qui suit. Il aura fait partie des grands perdants de l'année écoulée, donc l'année 2020, le tourisme de santé qui aujourd'hui se remet dans le bain. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à vouloir vous ressourcer, vous relaxer, bien sûr en optant pour la thalassothérapie. Pour le thème, bien, nous recevrons notre première invité qui est Baroudi, El Ferchouch, le directeur du service de remise en forme du thalassothérapie Sidi Fredj. Le point sur les soins, les cures et bien sûr les bienfaits dans cette matinale. Santé toujours, elle concerne dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans. Ce sont les maladies rares, elle touche un nombre limité de personnes, ce qui rend obligatoire une organisation adaptée de la prise en charge. Nous en parlerons avec Mouloud Mouchou, il est président du centre médico-pédagogie El Moustaqbel. Donc il nous dressera également le programme de la journée mondiale de l'autisme, c'est vendredi prochain 2 avril. Nous terminerons en vous titillant les papilles gustatives. Nous parlerons des cornichons dans votre rubrique Coin vert. Préparer maison pour les plus dévoués ou encore acheter en bocal, c'est incontournable dans votre cuisine. Eh bien, peut volontiers remplacer le sel, pourquoi pas, dans les préparations. Il relève le goût de nombreux plats traditionnels aussi. Mélie Moussaïd nous dira tout ce qu'on doit savoir sur ce condiment. Vous le savez, amis du matin, avant le développement de toutes ces thématiques, eh bien, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. La météo, c'est comme tous les lundis avec vous, Farid Chir, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. On espère que vous allez nous annoncer des températures plutôt printanières, c'est le cas? Plutôt élevé même pour la saison. Voilà, il fera un temps relativement chaud et prévu aujourd'hui. Très bien, c'est à vous. Merci Nour. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, Météo Algérie prévoit un temps relativement chaud, surtout vers l'ouest. On attend beaucoup de soleil, très peu de nuages, un temps venteux en revanche sur l'ensemble des régions côtières, des vents atteignant parfois les 50 km/h. Beaucoup de brouillard aussi vers l'extrême ouest, l'extrême est. Ça devrait se dissiper, laissant place à de larges éclaircies au courant de cette journée. Puis sur la partie sud, on notera le maintien d'une activité pluvio-orageuse vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, avec des soulèvements de sable pratiquement sur la majeure partie des régions sahariennes. Les températures prévues pour cet après-midi, les voici. Elles seront élevées pour la saison. Regardez, il fera 30 degrés à Oran, 28 à Tlemcen, jusqu'à 29 à Alger, 28 à Sétif, 23 à Betna, 21 degrés à Annabas Kikda, 22 à Djulfa. Sur la partie sud, elles repartent à la hausse aussi les maximales, avec 35 degrés au maximum au Sahara central, l'extrême sud, 33 à Tindou, 29 à Hassim Saoud, Gardaya, 28 à Bisha, 29 aussi à Elizi, 25 à Manrasset et enfin 27 pour Janet. Aujourd'hui, eh bien, nous aurons une mer peu agitée près des côtes centre et est, avec des vents qui varient généralement entre 30 et 50 km/h près des côtes centre, entre 20 et 50 km/h près des côtes est et enfin entre 20 et 40 km/h près des côtes ouest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h07. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. À retenir, un temps relativement chaud et du soleil pour la journée. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Des températures donc très élevées pour la saison. Effectivement. Beaucoup de soleil.
beaucoup de soleil. Merci pour journée. ces bonnes nouvelles, Fréchir. On vous retrouve donc après l'édition de midi et celle de 19h pour d'autres rendez-vous météorologiques. Très belle journée à vous. À vous aussi, à tout à l'heure. Merci. C'est en musique qu'on entame cette matinale avec une des voix du jazz des années 2095, plus précisément l'américaine Madeleine Peyroux, qui a capté l'attention des mélomanes, hein, malgré son jeune âge. Ces titres Madeleine Peyroux, présente sur la scène internationale depuis plus de 20 ans, est l'une des plus grandes chanteuses de sa génération, de jazz, de sa génération. Yezid Et Mahedine, bonjour. Bonjour. Merci pour cette sélection, cette douceur matinale. Ouais, Ça fait du bien, on se réveille tout doucement. Ah oui, c'est avec Mélodie Gardot, avec Kroll, je pense que c'est des voix qui se distinguent par et qui interpellent beaucoup. Oui. Alors, ce matin, Yezid, vous allez nous parler d'un roman de Mohamed Dib, toujours, hein, c'est toujours Mohamed Dib, mais qui a été adapté en bande dessinée par Jacques Fernandez, Le désert sans détour. Ça vaut le détour ou pas? J'ai essayé de ne pas la faire, mais c'est plus fort que moi. Jacques Ferrandez. Donc c'est au cours d'un séjour à Territ, donc dans l'une des oasis algériennes, qu'il s'est mis à adapter en quelque sorte l'un des plus beaux romans de Mohamed Dib, Le désert sans détour. C'est une réussite. Je vois que ça va donner la chance à beaucoup d'amateurs de la bande dessinée et du roman illustré
donc, à lire donc, Mohamed Dib. Donc c'est une autre fenêtre, comme Jacques Ferrandez a travaillé sur d'autres auteurs comme Albert Camus, il a travaillé aussi Carnet d'Orient, il a travaillé sur la Casbah, sur le premier homme d'Albert Camus, L'étranger. Et là donc il s'est attaqué à un roman un peu, j'allais dire existentiel, un roman qu'on a déjà présenté. Oui, moi je trouve qu'il a réussi, c'est un coup de maître en fait, ce travail qu'il a. Et puis c'est un roman qui sort en Algérie, chez Apic. Il est prévu pour le mois de mai en France, je pense. Ce mois de mai? Je pense le 5 mai, il est prévu pour début du mois de mai. Acte Sud. Donc j'ai parlé de ce livre. Aujourd'hui, je voulais voir comment le talent du dessinateur, de l'illustrateur, du BDiste, du scénariste, comment il a pu travailler l'un des textes les plus délirants. C'est l'un des textes fondateurs sur le campement, sur la source, sur l'Atlal. Oui. Donc, c'est un roman qui verse dans l'énigmatique. Est-ce que Jacques Ferrandez a réussi quand même à nous transmettre ces énigmes à travers cette bande dessinée? Absolument. On voit un peu le côté. On le retrouve alors. C'est des dessins. Il y a le côté le sud, donc le sable, les contrastes entre le jaune et puis comment il a su placer ces petits éléments, ces deux points qui sont les deux personnages énigmatiques de ce roman donc Hagbar et cycliste. Donc on voit aussi ce côté un peu bogolant, un peu africain, donc comme on est en Afrique, on a dans ce désert donc sans détour, on le voit ici avec les contrastes du ciel, le bleu, donc et puis cette immensité du désert qu'on voit. Et il a réussi aussi à nous montrer les deux personnages. Le premier, donc, c'est Hagbar. Donc, Hagbar, c'est-à-dire Hajbar. On peut comprendre que c'est Hajbar, Haj le bar, ou peut-être le Hajbar avec le bar réellement. Donc, on le voit, donc, l'image un peu de ces émirs avec le kiffé et puis avec un smoking. D'ailleurs, il a inventé un néologisme, Mohamed Dib, quelqu'un qui porte un smoking, un ismokiné. Il dit un ismokiné. Et puis, il n'oublie pas un élément essentiel pour parler des atlal et du signe, c'est le parapluie. Le parapluie qui lui sert à faire des signes. Et puis, il rappelle que le désert, c'est toujours une nouvelle page parce que le vent fait son effet et il y a toujours ces signes qui disparaissent et qui reviennent. Et puis il y a le deuxième personnage, c'est le cycliste. Donc je ne sais pas pourquoi il appelle cycliste, c'est par rapport au mouvement peut-être. Vous voyez donc ces deux personnages, le cycliste, il est en salopette avec une chemise à rayures écossaise. Mais là, je pense que c'est à rayures, mais ce n'est pas écossaise. Donc il a quelque peu changé quand même. Oui, il a fait ça, une adaptation personnelle. Mais le personnage le plus enfin c'est des personnages, comme on l'a déjà dit la dernière fois, ça rappelle un peu En attendant Godot, ça rappelle également Don Quichotte de la Mancha de Cervantes. Et donc il a réussi en quelque sorte à nous faire aimer ces deux personnages qui se cherchent et qui sont là à raconter leurs histoires et à tuer le temps, parce que dans le désert il n'y a que ça, il n'y a que le temps. Le temps, il y a une... Et puis ils racontent leurs songes, leurs rêves, Ils attendent beaucoup, ils ne savent même pas ce qu'ils attendent, ils ne savent pas du tout. Oui, d'ailleurs, ils racontent cette histoire de l'âne. C'est l'homme qui va vendre un âne, et puis
il a été volé en quelque sorte. Il y a toute une histoire autour de ça. Et puis le type, il lui vole l'âne, il met son ami à la place de l'âne et le type il va au souk pour vendre. Il oublie que c'est un homme qu'il va vendre et ce n'est pas un âne. Donc c'est une référence à l'un des premiers contes racontés par Mohammed Dib dans une revue dans les années 50, je pense. Et puis il y a une histoire aussi délirante, c'est quand Hagbar, une situation vraiment abracadabrante, c'est qu'il rencontre une Rolls-Royce en plein désert. Ça n'a aucun Voilà. sens. Ouais. Alors, Yazid, quelque part, la BD, c'est un moyen de faire découvrir une œuvre littéraire pour des personnes, pour toute personne qui n'est pas forcément portée sur la littérature. C'est pas une BD dans le sens. C'est comme ça qu'il appelle. C'est pas une BD dans le sens où il y a des bulles, etc. C'est un roman illustré en fait. Il illustre le roman parce que le texte, ça reste le texte de Mohammed Dib et Jacques Ferrandez, il a apporté son talent au cours d'un séjour à Tarit. Donc il s'est inspiré du sud algérien parce qu'il était en plein oasis de Tarit où il a, grâce à APIC et grâce à l'Institut français, il a réussi à faire ce travail, à traduire donc le désert sans détour en images. Donc on le voit ici aussi. Il y a aussi d'autres histoires très très intéressantes. J'ai choisi en fait de lire un passage et de rappeler qu'en fait ce roman il s'est déroulé juste après la guerre du Golfe parce que c'était en 1993 et les deux personnages se sont retrouvés au milieu de blindés en plein désert, ensablés, etc. Donc il en parle, c'est ça le début de ce roman de Mohammed Dib. On a Régis, s'il vous plaît, si on peut avoir le passage juste à lire. En tout cas, Yazid, Jacques Ferrandez a eu l'occasion d'adapter plusieurs œuvres littéraires. On a Pagnol, par exemple. Oui, il a adapté plusieurs œuvres littéraires. Et puis, il a parlé aussi il a situé l'Algérie dans Carnet d'Orient, je pense. L'Algérie a toujours été au cœur de ces sujets, de ces thématiques. Oui, parce qu'il est né en Algérie aussi. Et puis fan d'Albert Camus. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est Mohammed Dib, qu'on peut pas je pense que c'est l'un des auteurs les plus importants. Pour moi, c'est mes auteurs les plus. À chaque fois, on trouve pas les mots en fait. Tout le travail qu'il fait, c'est sur le langage, c'est sur le mot, c'est sur la trace, sur l'atlal. Donc, sur ce langage et le désert, c'est l'espace qui lui permet de d'écrire et de traduire sur le papier. Donc, arrivé. Nous allons commencer à lire. Précipité devient alors la parole chez Hagbar, comme si tout à coup sa faim le bousculait. Vous avez le meurtre de la mort sur la conscience. Moi, vous avez le meurtre de la conscience sur la conscience. Moi, sinon pourquoi cette soif? Je parlais pour vous amuser et passer un moment. Vous m'en direz tant. Nous sommes tous nés, et vous aussi, d'une bonne boue, informe, incapable de demander des comptes, ici ou ailleurs. Voyez comme le monde n'est fait que de briques et de brocs. Merci. Voilà, donc, je rappelle que Mohammed Dib, il a fait référence à la tradition biblique, il a fait référence au Saint-Coran, donc à Sourate al-Ikhlas, à Sourate al-Baqarah. Il a fait référence également au mot kun, donc repris par Muhyiddin ibn Arabi. Il a fait référence à André Breton, il a fait référence donc à toute une... il s'est nourri de philosophie, il s'est nourri de mysticisme, il s'est nourri de tout.
Donc, et puis, il situe un peu son événement, ses situations, donc, durant la guerre, juste après la guerre du Golfe, il me semble, et pour dire que ce travail, le désert sans détour, c'est pour un petit peu égrener, déshabiller les tenants des identités destructrices, en fait. D'accord, Yazid. Alors, il y a une carte postale aujourd'hui, comme tous les lundis, je pense. Oui, il y a une carte postale un peu qui évoque le désert de Salvatore Dali. Donc le désert. À présent réveillé, son rêve est tout. Nous sommes sortis de l'arche de ce rêve comme un seul homme. Mohamed Dib, je l'ai adressé à Boussad Hammi qui est parti dans le cadre de la loterie américaine. Il est à San Francisco. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on le salue, hein, s'il nous écoute, s'il nous regarde ce matin. On le salue, on l'embrasse très fort. Merci Yazid, on vous retrouve lundi prochain. Oui, avec un autre livre de Mohamed Dib ou une poésie ou je pense ou une pièce. Et vous arrivez de à trouver, à dénicher quand même, je sais que c'est assez compliqué. Oui, là, il vient de sortir donc en Algérie, donc chez les bons libraires. Je l'ai acheté à la librairie multiservice Cheikh de Tizi Ouzou le samedi dernier. D'accord, non mais je parle des romans vraiment de Mohamed Dib, je parle pas des adaptations, des reprises on va dire. Oui, il y a des romans de la trilogie nordique qui sont disponibles, L'Arbre à dire, je pense qu'ils ont été réédités par les éditions Shihab, les éditions Hibr. Je pense qu'il y a des Kalima aussi, parce qu'il y a une pièce de théâtre à 7e nuit de la lune, je pense. Donc, mais il y a d'autres qu'on ne trouve pas. Abel, Ob Ismaël, donc on ne trouve pas. Très bien, merci. À lundi. Merci. À lundi, Inch'Allah. Amis du matin, je vous laisse apprécier ces belles images et on se retrouve juste après. Nous allons parler à présent d'un autre homme, l'un des romanciers, des tout premiers romanciers algériens de langue française. Il s'agit de Choukri Khoudja. Et pour nous en parler, parmi nous, Ahmed Guelgassen, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Alhamdoulilah. Merci de mettre le projecteur sur certaines personnalités, on va dire. C'est le but. On a tendance à oublier. Exactement. Enfin, c'est l'objectif on essaie de ramener du nouveau, sinon des gens un peu méconnus. Des fois, ils sont tout simplement connus par les spécialistes, rien que mais pas assez connus. Oui, pas par le grand public. Donc, c'est un partage qu'on fait et on espère faire plaisir aux téléspectateurs. Et on vous en remercie. Alors, Choukri Khoudja, qui est cet homme et que sait-on de son parcours? Choukri Khoudja, c'est le pseudonyme d'un bonhomme. Le bonhomme, c'est tout simplement Hamdan Hassan Khoudja. Il est né en 1891 à Alger et il est décédé à Alger, au Ablida, en 1967. On ne connaît pas beaucoup de choses sur sa vie, on connaît quelques informations donc, de sa vie. Donc, il est né en 1991, il a perdu son père très jeune, il a fait l'école Saroui, donc l'école Soustara. Puis il a intégré la Médersa. Médersa Ta'alibia, apparemment, il a intégré 1907-1908, donc il avait 16-17 ans quand il est rentré à la Médersa. Et on sait très bien que la Médersa les enseignements étaient suspendus pendant la guerre 14-18, donc en 1915 ils ont arrêté l'enseignement, donc il a dû terminer par la suite en 1922 qu'il a eu son diplôme, le diplôme supérieur de la Médersa d'Alger. La Médersa formait des intellectuels qui étaient bilingues
enfin, qui était très bon en langue arabe et en sciences islamiques et qui était aussi bon en langue française et en littérature française. Le but, c'était de créer, de former des auxiliaires de l'administration. Ils étaient principalement des bach'ad, des moudres dans les mosquées, peut-être des juges. Mais à un certain moment, juste après la guerre, donc, ils ont eu de nouvelles ouvertures, donc ils pouvaient devenir interprètes. Donc lui, c'est ce qu'il a choisi comme carrière, il est devenu interprète judiciaire. Donc c'est là où il a travaillé pendant toute sa vie et il s'est déplacé dans toute l'Algérie, dans Mostaganem, à Blida, à Médéa, donc il a travaillé comme ça. Bien sûr, c'est une génération très spéciale parce que eux, donc, ils sortaient de la phase des résistances, des guerres. Donc, la dernière, c'était 1901 avec la résistance de 1901. Donc, il avait aussi, on lui racontait bien sûr l'occupation française parce qu'il est né en 91, donc juste 60 ans après l'arrivée. Donc, il y avait encore des témoins, donc il pouvait raconter le changement du monde, donc pour les Algériens entre l'Algérie ottomane et l'Algérie occupée par les Français. Donc, il y avait une nette différence. Ses grands-parents lui racontaient, ses parents ont dû lui raconter ce qui s'est passé. Il a vécu beaucoup de chamboulements. Bien sûr. Et on les a sentis à travers ses écrits. Ils avaient cette capacité d'avoir aussi le vecteur langue. Donc, ils ont appris la langue française. Ils voyaient comment le monde évoluait, l'Europe, comment elle évoluait, comment la France évoluait, et comment eux, ils étaient dans leurs conditions d'indigènes, ils étaient vraiment prisonniers de l'histoire. Donc, ils étaient comme ça, témoins, sans pouvoir rien faire. Donc, sa génération a essayé de faire. Donc, chacun a essayé de sa façon. Aussi, il faut rappeler que l'après-guerre, c'était aussi l'Amir Khaled. L'Algérie a été marquée par la lutte de l'Amir Khaled, 20-24, jusqu'à l'expulsion en 1925. Il y avait ces grands chamboulements qui se faisaient, il y avait la société qui mutait, donc les Algériens qui s'appropriaient les nouveaux outils de lutte, donc c'était les premiers jours de la presse algérienne, les associations, les clubs, donc c'était tout ça, donc il a vécu tout ça. Et il y avait il y avait aussi le nouveau qui était quelque chose de nouveau pour les Algériens, c'était le théâtre. Le théâtre et l'autre outil qui était le roman. Donc lui, il s'est rabattu sur le roman, il a écrit, donc on lui connaît 2 romans qu'il a publiés. Et il répond à une question très importante qui se posait à la société algérienne à l'époque. C'était le problème de l'assimilation. Donc, bien sûr, les Algériens ont été déçus par l'occupant français qui a promis monts et merveilles aux Algériens s'ils participaient à la guerre 14-18 et en fin de compte, ils n'ont rien eu. Donc, on se rappelle bien sûr le poème de Abdelaziz Znaghi, donc contre ce qui s'est passé. Et là, c'est une autre problématique qui se pose pour les Algériens, c'est l'assimilation, c'est le projet Bloom-Violette. On est aussi à la veille du centenaire, 1830-1930, donc il y avait les préparatifs et les Algériens se voyaient complètement out, donc ils étaient marginalisés chez eux. Donc petit à petit, ils n'ont pas baissé les bras. Refuser l'assimilation, évidemment, bien sûr. Et lui, donc, dans ses écrits, donc, il écrit le Mamoun, l'ébauche d'un idéal, et puis il écrit l'Ulj, captif des barbaresques. Et là, il traite de l'assimilation dans les 2 sens, l'assimilation et l'intégration. Donc, Mamoun, c'est un Algérien, c'est un indigène qui vient de son village, donc il vient dans la ville, il apprend la langue, il épouse une Européenne, il vit avec des Européens pendant toute sa vie, mais à la fin il est rejeté. Donc il repart quand il tombe malade, il est obligé de repartir chez lui et il meurt parmi les siens parce que tout simplement l'intégration lui a été impossible. Donc il fait tout, il rejette sa religion, il rejette les siens, il rejette sa langue, donc bien sûr il fait tout, donc principalement il boit de l'alcool, il mange tout, donc il essaie de s'ouvrir comme ça, mais en fin de compte ça n'a pas marché parce que l'intégration a été impossible. Et puis l'autre sens c'est l'assimilation, et pour l'assimilation il a été très intelligent, il ne pouvait pas, bien sûr à chaque fois il ne pouvait pas parler directement. Donc lui, il fait
c'est un roman un peu un roman miroir. Donc, il essaie d'assimiler un Européen dans la société ottomane. Oui. Donc, c'est très intelligent et il nous remet un peu dans l'atmosphère de l'Algérie ottomane. Donc, il évoque tous les termes, le Ulj qui est propre à l'époque, barbaresque, donc tous ces termes qui reviennent à cette époque. Donc, c'est un chrétien captif en Algérie et qui avait une seule voie pour retrouver sa liberté, c'était d'embrasser l'islam. Bien sûr, les captifs algériens, on en a parlé avec Moulay Belhamissi, n'avaient pas cette voie. Donc, il n'y avait aucune voie pour les Algériens qui étaient captifs en Europe de retrouver leur liberté parce qu'ils devaient terminer dans les galères et c'est ce qui leur arrivait. Par contre, pour les chrétiens captifs, donc ils avaient une voie. Une fois ils embrassaient l'islam, c'est bon, ils retrouvaient leur liberté, ils étaient intégrés dans la société. Donc, l'Ulj, pour faire court, il embrasse l'islam, il épouse une musulmane, son fils devient même mufti. Mais à la fin, donc il peut pas, donc c'est dans sa tête que ça se passe, c'est psychologique. À la fin, il va abjurer dans plein public, dans la grande mosquée, dans la prière du vendredi, pour vous dire l'éclat, le scandale qu'il fait, donc il abjure, et voilà, donc pour dire que l'assignation n'est pas possible. En tout cas, sur la toile, on trouve en Ili, en tout cas, qu'il a fait une grosse dépression. Et qu'il a brûlé ses ouvrages, c'est vrai ou pas? À la fin, je ne crois pas, parce que, en fait, ces interprètes, donc, c'est des Algériens qui étaient à mi-chemin entre, disons, les autorités françaises, parce qu'ils étaient interprètes, ils étaient employés, et le peuple. Lui, il a vraiment souffert par la souffrance des siens, parce que pendant la révolution algérienne, il y a beaucoup des siens qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés, qui ont peut-être disparu. Donc là, il a vécu dans sa chair. Et je pense que l'autorité coloniale lui a fait plutôt pression pour l'intégrer dans des... Vous savez, il y avait l'action psychologique, donc ils avaient besoin d'interprètes, ils avaient besoin de tous ces gens qui pouvaient aider, expliquer un peu ce qui se passait, pour essayer de contrer le travail du peuple pour recouvrer son indépendance. Apparemment, je pense, moi je dis, parce que on a vu des cas comme on en a parlé avec Ahmed Ben Hamouda, il a été officiellement contacté pour travailler avec les autorités coloniales, les autorités d'occupation, il a refusé. Ahmed Ben Hamouda a choisi de partir en France, donc il s'est exilé, il est mort à Nice en 1966. Choukri Khouja, comme tous les Algériens, vous saviez, si vous avez un papier chez vous écrit en langue arabe, vous étiez suspect, on vous emprisonnait bien sûr à l'époque. Donc les Algériens ont brûlé tous leurs photos, leurs archives, leurs documents familiaux. Je pense que c'est ce qui s'est passé plutôt. On rejette ça sur la dépression. C'est ce qu'ils disent, par exemple, pour Cheikh Abdelhalim Ben Smaya, mais apparemment, oui, c'est pas vrai. ils ont dit aussi la même chose. Ah, exactement. Merci. Alors, après ses études, il a été comptable, puis interprète judiciaire dans plusieurs villes, jusqu'à sa mort en 1967. Il est l'auteur d'un second roman, Mamoun, l'ébauche d'un idéal, quelque part. Et c'est ça, j'en ai parlé. Donc, le Mamoun, c'est l'Algérien qui essaie de s'intégrer dans la société européenne, ici en Algérie. Donc, c'est quelque part une sorte de biographie. Il a essayé de... Biographie, pas tout à fait, mais en tout cas il regardait, en fait, c'est le miroir de... c'est faire de la politique sans en faire officiellement, parce qu'il n'avait pas le droit de faire de politique. Donc il s'est rabattu sur le romanesque pour décrire des situations que vivaient les Algériens, parce que vous savez, fin des années 20, pendant toutes les années, pendant la décennie des années 30, c'était le projet Blum-Violette, c'était l'assimilation, c'était la nationalité à condition que, c'était le Congrès musulman en 1936, c'était les débuts de Messali el-Hajj avec son expression. Donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était l'indépendance. Et donc c'était l'élite algérienne cherchait en fait sa voie pour essayer de changer la condition de l'Algérien. Ils étaient des indigènes, s'ils n'avaient pas... Et par exemple, si vous choisissez de prendre la nationalité française, vous devez rejeter votre état civil. Donc, vous n'avez plus droit, même le système d'héritage musulman, islamique, tout ça... on devait y renoncer. Exactement. Donc, c'est devant cette situation, il fallait s'exprimer, il fallait dire quelque chose sans avoir... bien sûr, ils avaient
peur d'être sanctionné Forcément. par la suite, exactement. Ça a été une source historique aussi, donc pour les historiens, les Bien sociologues sûr, également. ça décrit actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur ça. Il y a un certain que je connais pas, il y a certains, je pense à Ashuri qui travaille sur l'œuvre de Shukri Khouja. Il a fait, j'ai trouvé plusieurs articles, même une thèse, je crois, sur le net, et c'est un travail très intéressant parce que il remet tout l'œuvre dans le contexte, il essaie de l'expliquer, donc il fait des comparaisons avec Dostoïevski, avec les grands auteurs romanesques, donc c'est un très bon travail d'analyse et d'explication. Donc il y a Shukri Khouja, c'est aussi, vous aviez dit dès le début, c'était les débuts du roman algérien, oui, donc il était aussi l'ami de Abdelkader Hadj Hammou. À l'époque, il y avait Ben Cherif qui a écrit le premier roman, donc il y a plein de romanciers comme ça qui commencent. C'est pas Mohamed Dib que vient de présenter Yazid, c'est vraiment le roman algérien dans un contexte très particulier. Engagé, combattant, exactement, politiquement. C'était des romans idéologiques parce qu'il décrivait une situation qu'il rejetait. Mais le début du roman algérien ne s'est pas fait pendant les années 20. Donc il y a un autre roman qui est écrit c'est peut-être l'un des premiers romans arabes, c'est Hikayat al-Ushaq al-Hubbi wal-Ishtiyaq de Brahim Mustafa Basha. C'est un roman en arabe, c'est une riwaya qui a été écrite pendant les années 1840, 1850. C'est un Algérien donc qui a écrit ça. Le roman a été édité par Aboul Qasim Saadallah, pour revenir un peu à l'origine du roman algérien. Très bien, donc Shukri Khouja qui a adopté le langage du militantisme, de l'engagement, du discours, de la parole, également, qu'ont choisi d'autres écrivains. Donc vous l'avez dit, Qaïd Ben Cherif, Abdelkader Hadj Hammou, Mohamed Ould-Chir, Mouloud Foroud, Mohamed Dib également. Certaines de ses œuvres, me dit Yazid dans l'oreillette, qu'il a quelques passages, quelques ouvrages qui traitent de la réalité politique à l'époque. La Grande Maison. Oui, la grande maison, mais rien que ça, donc c'est suffisant pour dire que c'était vraiment c'est la description d'une société dans toute sa misère. Et bien d'autres. Bien sûr, bien sûr. Ça, ils sont venus après. Donc la fiction algérienne, les arts algériens pendant l'occupation française sont nés dans le combat, dans la lutte, dans le nationalisme. Donc même si cette année on fête le Mouloudia, donc c'est le centenaire du Mouloudia, le Mouloudia est né dans le nationalisme, ça fait partie du mouvement national algérien. Donc tout ça, il faut jamais perdre de vue le contexte politique qu'il y avait. Donc, c'est pas des fictions qui sont nées comme ça. Donc, c'est l'imaginaire que choisit un roman pour s'exprimer, pour. Évidemment, bien sûr. Sinon, vous ne serez pas là pour en parler. Exactement. Alors, Shukri Khouja, est-ce qu'il a eu le temps, l'énergie aussi de transmettre toutes ces connaissances à de plus jeunes générations? On ne le sait pas. On ne sait pas. On ne sait absolument rien. Donc, j'aimerais bien que ses descendants ou ses petits-neveux nous contactent, en tout cas, nous disent quelque chose. Pour l'instant, on n'a aucun écho. Exactement, on n'a pas d'écho, on ne sait pas, parce que la famille Hassan Khouja existe toujours. Rien que pour les chercheurs aussi. Hein, exactement, c'est très important qu'on connaisse aussi comment il a terminé sa vie. Moi, je ne pense pas que Shukri Khouja a terminé dans la dépression totale. Je ne crois pas. Parce il a eu un petit coup de mou à un moment donné. Sûrement, non, il a été sûrement menacé parce que la révolution a vraiment marqué les familles algériennes. Elle a été atroce pour certains, surtout les familles qui étaient éclairées, qui pouvaient ramener un plus dans le combat. Donc c'était des intellectuels ou des gens qui avaient une certaine formation. On a vu avec Nafissa Hammoud qui était médecin, on a vu qui sont engagés avec la révolution, et donc ça faisait la différence. C'est des gens qui étaient très importants pour la lutte du peuple algérien. Merci Ahmed Guelgassen pour cet hommage, donc un hommage rendu à Shukri Khouja, donc l'un des tout premiers romanciers engagés qui militait donc pour la cause algérienne, donc qui écrivait en langue française. Nous allons laisser avec notre rubrique Il était une fois dans le Bonjour d'Algérie, des invités du Centre culturel italien, l'islam en Sicile. Regardez, c'est pour vous. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Qui sont postérieures au fait narré, la majorité. Il y a des sources qui sont contemporaines. Ibn Hawkal, par exemple, ou des géographes, des autres géographes comme Al-Muqaddasi, ou des autres aussi. Mais la majorité, ce sont tous postérieurs. Ibn al-Asir aussi, il est né après l'effet narré de part de Michele Amari. Et
On va laisser M. Mohib continuer parce qu'on lui a laissé la question ouverte. نعم أنا كنت أقول أنها لم تكن محققة كانت موجودة طبعا ولكنها لم تكن محققة ولم نكن نعرفها نحن على الأقل في العالم العربي يعني وهذا هو الشيء العجيب أن كتاباتنا العربية كانت مجهولة لنا ومعروفة للغربيين في صورتها المخطوطة. Les manuscrits qui étaient ignorés, des manuscrits arabes qui nous appartenaient, enfin propres à notre civilisation qu'on ignorait. اعتمد إذن أماري على هذه المخطوطات اعتمادا كبيرا إلى جانب طبعا اعتمادي على بعض المراجع الأوروبية التي كانت موجودة في عصره واستمر في كتابة الكتاب حوالي 30 عاما 29 عاما وهو يعمل من أجل إخراج هذا. Bon, et je dois dire que je m'occupe, hélas, depuis longtemps, de la perception de l'islam dans les pays européens, c'est-à-dire dans ce qui, au Moyen-Âge, on pouvait appeler la chrétienté. Et je dois dire que j'ai été frappé par la profondeur des rapports. Et des rapports, il faut dire des rapports positifs, des rapports amicaux entre les Européennes et les musulmans dans la période qu'on appelle le Moyen-Âge. Et on sait bien, tout le monde sait qu'on a eu les croisades, les djihad et tout cela, etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut rappeler surtout, je crois, aussi même au niveau politique, au sens les meilleurs de ces mots, qu'entre les Européennes et les musulmans au Moyen-Âge, et après le Moyen-Âge, s'est développé aussi même un tas de rapports politiques, diplomatiques, économiques et surtout culturels. C'est vrai. Notre grande gloire à nous les Européennes est avoir découvert la grande culture grecque, latine, hellénistique. Eh bien, sans l'islam, cela aurait été presque impossible, ou cela se serait passé peut-être, mais plus tard. L'islam nous a donné, on peut dire, la modernité. Je me borne à vous donner un exemple à chiffres, les zéros. Sans les zéros, nous n'aurions pas la science des finances, la mathématique, l'informatique, les ordinateurs électroniques et tout ça. Lorsqu'on dit que, et parfois certaines personnes chez nous le disent, que l'islam est l'ennemi. Bien sûr, qui était la religion de la tolérance aussi. Niveau, je suis un petit peu borné parce qu'on n'est pas un islamisant si on ne parle pas, qu'on n'est pas seulement l'arabe, mais les persans et les turcs, et aussi même l'hindi, si vous voulez. Bon, et c'est un petit peu, cela c'est quelque chose qui est supérieur à mes efforts. Des pays de l'histoire moderne et de l'Orient musulman, ou de l'Orient arabe musulman, mais aussi sur les relations entre le Maghreb et le Mashriq. Et j'ai publié mon dernier livre, c'était un livre sur la présence des Algériens en Syrie. Et j'ai étudié cette question, que c'est une période très intéressante des relations entre les Arabes et les musulmans en général. Et à partir de la lecture de la documentation syrienne, arabo-syrienne, conservée par les archives syriennes surtout. Et ce sont les sigillat al-Mahakim Sharia pour la période ottomane. Et après, il y avait les sigillat, les Wasaïk al-Dawla pour la période après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire très intéressante parce que il y avait le problème de la présence des ulamas qui voyageaient du Maghreb jusqu'au Mashriq pour les Rahalat et Hijaziyya. Vous avez étudié le mouvement de Ibn Badi? Pensez à Giorgio Gorani, attaché culturel au Centre culturel italien, qui nous a quittés il y a peu. Pensez à lui, à sa famille, à tout le monde de la culture. Allez, on accueille notre premier invité, Baloudi El Ferchouch. Donc, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très très bien, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Ben, c'est avec plaisir que je viens chez Canal Algérie et on espère que à votre tour, vous passerez de temps en temps faire un peu de remise en forme. Ça, c'est avec grand plaisir. Je peux vous assurer. Alors, Baloudi El-Ferchouch, vous êtes donc médecin thermaliste, auparavant directeur du service remise en forme à la thalassothérapie de Sidi Ça, Frej. c'était avant la fermeture. Avant la fermeture. Pour la modernisation. Une grosse phase d'arrêt, hein. Tout était en berne. Alors, le centre de thalassothérapie Sidi Frej offre aujourd'hui des prestations de qualité supérieure, puisqu'il a bénéficié d'une vaste opération de rénovation, de modernisation. Il y a 2 ans, en 2019, c'est toujours le cas aujourd'hui, vu qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que les choses se sont arrêtées malheureusement. En quoi consiste cette opération et quels sont les avantages pour les gens qui viennent vous voir? Bon, la modernisation a consisté à mettre le centre de thalassothérapie aux standards internationaux. Donc il y a un programme qualité qui fonctionne actuellement. Il y a eu la mise à niveau de toute l'infrastructure, puisque le centre a ouvert en 1981. Et donc avec le climat marin qui est très corrosif, il fallait quand même rénover, forcément. Il fallait rénover. Ça a été fait pour le côté soins. Reste maintenant la deuxième structure qui est dédiée à la remise en forme et au bien-être, qui est à 90%. Et on espère que le chantier va reprendre prochainement de manière à ce que la remise en forme ne soit pas cantonnée le week-end, mais qu'elle puisse être effectuée toute la semaine. Toute la semaine, 7 jours sur 7. Tout à fait. Alors, donc, vous le disiez, donc, il y a eu 2 opérations. Donc, la première consistait en la réhabilitation du complexe et hôtel existant, et la seconde concernait la réalisation d'un nouvel hôtel, une extension, un complément d'activité qui consiste en la réalisation d'une clinique de bien-être alimentée, bien évidemment, d'eau de mer. Alors, pour l'hôtel de remise en forme, c'est une clinique de bien-être. Combien de chambres? 30. 30. Ah, c'est 30. Alors, on peut dire que vous êtes submergé aujourd'hui avec cette reprise. Depuis 1 mois, il me semble, donc ça a été annoncé le 3 février, reprise des lieux de bien-être. Beaucoup de demandes? Disons que ce qui fonctionne actuellement, c'est le programme de soins. Le programme de bien-être, étant donné que l'infrastructure qui est dédiée n'est pas encore terminée, ne fonctionne que le week-end. Non essentiel, forcément. Voilà, donc c'est en complément. Et puis, comme il y a le protocole anti-Covid, il y a donc quelques petites restrictions, puisqu'il y a la distanciation qui fait qu'on ne peut pas mettre beaucoup de monde dans les lieux communs tels que la piscine. Et on va beaucoup plus sur les traitements individuels. D'accord. C'est-à-dire traitement individuel? C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de santé de la personne et de la visite médicale, il y a une prescription de soins qui correspond à cet état de santé. Donc ça peut être une baignoire au lieu de la piscine, pour un jacuzzi. Ça peut être un traitement d'électrothérapie, de physiothérapie, de rééducation. D'accord. Alors économiquement, ça doit être très très dur pour le centre, pour le centre de Sidi Frej. Très compliqué de tenir le coup. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage assez difficile du fait que durant la fermeture, le personnel était au chômage technique et donc était rémunéré. Oui, forcément. Et donc maintenant, il faut remettre les choses, disons, en bon fonctionnement pour pouvoir bien maîtriser ce côté. Mais lorsqu'on voit combien la situation médicale a été importante, a été préoccupante, la résilience était obligatoire. Tout à fait. Alors les cures proposent des soins spécifiques en fonction de l'objectif thérapeutique recherché. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme service? Il y a des nouveautés? Il y a des nouveautés. On a maintenant un médecin qui vient faire l'échographie de tout ce qui est tendineux et ça permet quand même d'être beaucoup plus précis pour les programmes de rééducation. D'accord. Vous proposez des cures minceurs ou anti-tabac? Ça, c'est dans le domaine de la remise en forme. Ah, ça fait partie. Ce n'est pas partie de la thérapie? Non, au niveau de la thérapie, parce que vous avez, si vous voulez, le principe général. Le principe général, la cure, c'est quoi? C'est une coupure avec le milieu social, professionnel et familial. Quand vous avez une infection médicale, vous allez voir un médecin, il vous prescrit des médicaments que vous allez prendre chez vous. Quand vous allez faire une cure, c'est vous qui allez aux médicaments. Le médicament, c'est au niveau de la station thermale ou bien au niveau de thalassothérapie. Il y a le cadre général qui est là, qui est un cadre qui est reposant, qui est sédatif. Et cette coupure permet surtout aux femmes d'être disponibles pour les soins. Donc elles n'ont pas ni de prise en charge des enfants, ni de vaisselle, ni de trucs. Elles sont uniquement là pour s'occuper d'eux-mêmes. Oui. OK? À travers ce programme, il y a 2 voies.
Il y a ce qu'on appelle les cures libres et les cures avec assurance sécurité sociale. C'est deux voies différentes. Et pour ceux qui habitent autour d'Alger, il y a une visite préalable qui est faite au niveau du centre de thalassothérapie sur rendez-vous. Ceux qui habitent loin, il y a un questionnaire médical qui est rempli et envoyé via Internet. D'accord. OK? Ça permet d'avoir une idée pour la prise en charge du malade. Donc, en plus, on demande pour les personnes qui sont âgées, pour les personnes qui sont hypertendues, un bilan cardio, de manière à ce que quand la personne vienne à la thalasso, il n'y ait pas de contre-indication. D'accord. Eh bien, le centre de thalassothérapie Sidi Fredj, notre reporter Maya Amrani est allé et revient avec ce reportage. Regardez, on revient juste après. La thalassothérapie de Sidi Fredj se situe à 25 km à l'ouest d'Alger, dans un cadre privilégié, vue panoramique sur la mer, des plages au sable fin protégées par des criques que la nature a façonnées pour le plaisir des yeux. Après des travaux de réaménagement, modernisation et extension, découvrons la thalasso et ses thérapies. Le malade s'est présenté sur chaise roulante, ça fait presque un mois de ça. Alors on a essayé de stimuler chez lui le membre supérieur, un travail de membre supérieur, un travail du membre inférieur, ainsi qu'une prévention des troubles orthopédiques et des troubles liés à une spasticité et tout. Il a bénéficié des séances de rééducation qu'on a jugées bénéfiques chez lui. Donc oui, on a prolongé les séances. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de 19 jours. Après un bilan, on a jugé qu'il est efficace, qu'il nécessite encore des séances. Voilà, on a prolongé de 3 semaines d'autres. Constituée de praticiens spécialisés, la société Aquamédic s'est attachée à élaborer et à développer des concepts de soins pour soulager des malades souffrant d'arthrose et de problèmes handicapants. C'est un malade qui souffre d'une maladie arthrosique, c'est une maladie inflammatoire. On lui fait l'infrarouge au niveau du genou parce qu'il souffre de gonalgie. C'est des douleurs au niveau des genoux. D'une polyarthrite. Ça fait longtemps? Ça fait presque 8 ans. 8 ans? Oui. Et vous vous traitez tout le temps? Oh oui, oui. Je la traite tout le temps. Et j'aurai des poussées de temps en temps. Quand j'aurai des poussées, ça me fait mal. Alors c'est quand vous j'aurai marchez, des crampes. Oui, je ne peux pas conduire bien. Quand je descends de la voiture, quand je conduis, il faut que je m'attende 2 minutes, 3 minutes pour que je me soulage un peu, que je peux marcher. Alors vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 14 jours. 14 jours. Vous sentez une amélioration? J'ai pas de poussée pour l'instant. Vous êtes bien? Oui. Alors, on a utilisé l'infrarouge. C'est une lumière pénétrante. La caractéristique la plus spécifique, c'est une lumière naturelle, donc envahissante, indolore. Elle peut traiter la douleur et l'inflammation. Elle pénètre facilement dans les canapés internes de la peau pour faciliter la circulation du sang et diminuer l'inflammation et la douleur. La thalasso, c'est l'utilisation combinée qui comprend le climat marin et l'eau de mer. Le jacuzzi, avec ses remous, permet un hydromassage raffermissant. Alors, il souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite. Elle est d'origine dégénérative. Voilà. On a prescrit chez lui des séances de physiothérapie à base des ultrasons. On commence par des séances à raison de 2 fois par semaine, à raison de 8 séances. أنا السكري يزيد هنايا المجهود كبير راهم يقوموا به الجماعة الله ربي يحفظهم ويطول في أعمارهم ولا يزيل لهم العقبة الناس يقوموا بالواجب تاعهم والناس لاباس بهم وما شاء الله كل شيء هنايا يعني مليح. Alors là actuellement on est dans le côté humide, on va commencer par les douches à fusion. Là le malade il s'installe en position décubitus, dorsal en décubitus ventral. Il s'allonge, on a de l'eau de mer. On peut régler la température selon les cas des pathologies, des différentes pathologies. Il a un effet décontracturant et un effet massant. Ça va décontracturer un peu les muscles, ça va donner un réconfort pour le malade. On les prescrit généralement pour les pathologies des rhumatismes, soit inflammatoires, soit des rhumatismes dégénératifs.
On peut régler la température allant de 18 jusqu'à 36 degrés. On peut prescrire des bains tièdes et des bains froids comme certaines pathologies, les SPA et tout. Quant à la piscine, du fait de sa salinité et de son degré thermique, on oublie les limites du corps. Le climatorium, une nouveauté qui permet une meilleure respiration grâce à l'action auto-épuratrice, le phytoplancton libère dans l'eau de mer des substances antivirales et antibactériennes, bénéfiques pour notre santé et notre morale. Après l'effort, le confort. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. On rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Monsieur Baroudi El Fahchouch, ça va toujours? Ça va et vous? Très très bien. Alors, en termes de formation et de disponibilité, on en est où au niveau des kinésithérapeutes? Il n'y en a pas beaucoup en Algérie? Il n'y a pas beaucoup de kinésithérapeutes par rapport à la demande, du fait que dans le domaine de la rééducation, il y a toute la traumatologie routière avec tous les accidents et tous les gens qu'il faut prendre en charge pour l'éducation. Il y a les AVC, la population vieillit maintenant. Même si l'Algérie est encore un pays jeune. Oui. Et donc ça nécessite beaucoup de kinés. Ce qu'il y a, c'est que le ministère du Tourisme, la direction du thermalisme, a pris contact avec le ministère de la Santé pour qu'il y ait une promotion de kinés qui sera affectée dans les stations thermales, en renfort. C'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors il y a aussi la notion de médecin thermaliste, qui n'est pas, je ne vais pas dire reconnu, mais qui n'est pas très connu en Algérie. Ailleurs, c'est une spécialité. En Algérie, pas encore. Le problème qui se pose, c'est qu'en Algérie, le médecin thermaliste travaille dans une station thermale ces stations thermales sont gérées par le groupe HTT, Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme, sous tutelle du ministère du Tourisme. La loi en Algérie, pour la spécialité, fait qu'il faut avoir 3 ans après le doctorat. Et la capacité de médecine thermale, qui n'est pas enseignée en Algérie, qui était enseignée jusque dans les années 70. La chaire d'hydrologie a fermé avec le départ du prof. Et actuellement, ils sont formés au niveau de Montpellier. Ils ont ce qu'on appelle une capacité d'hydrologie et de climatologie médicale. C'est 2 ans. Ce n'est pas 3 ans pour rentrer dans la norme, disons, internationale, qui est appliquée chez nous. Oui. Qui est appliquée chez nous. Mais avec l'ouverture des CES, ça va se régler. D'accord. Ça va se régler, mais c'est reconnu au niveau C'est administratif, donc c'est qu'un souci administratif. Ce n'est qu'un souci administratif. Très bien. Alors, Baroudi El Fahchouch, j'ai une dernière question à vous poser. Où se situe aujourd'hui notre thalassothérapie par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup ici, contrairement à ce qui se fait ailleurs. Très bien. Alors, il y a thalasso et thalassothérapie. D'accord? Thalassothérapie. Là, on parle vraiment de thalassothérapie. Thalassothérapie, ça veut dire qu'il y a traitement. Oui. C'est médicalisé. Thérapie. Donc, nous avons le centre de Sidi French, qui est un centre de rééducation en milieu héliomarin. Mais c'est le seul en Algérie. C'est le seul. Oui. Le centre d'Oran est un centre de bien-être. Thalasso uniquement. Thalasso uniquement, mais il peut évoluer et aller vers la médicalisation. Concernant nos voisins, si vous voulez prendre l'exemple de nos voisins, ils ont beaucoup plus investi dans la thalasso. Bien-être pour des raisons économiques. Chez nous, c'est vraiment exceptionnel. La sécurité sociale prend en charge les cures thermales dans les stations thermales médicalisées et la cure de thalassothérapie, qui est une cure médicalisée, chose qui ne se fait pas dans les autres pays. J'allais vous demander de nous parler de votre politique commerciale, économique. Au niveau des tarifs, comment ça se passe? C'est abordable pour toutes les couches sociales? À partir du moment où il y a une prise en charge de la sécurité sociale. Si c'est une cure de thalasso, par exemple pour l'arthrose, pour les maladies chroniques, il y a une prise en charge à 80% avec 20% que le malade paye. Ce qui est très raisonnable. Qui est raisonnable. Et pour la cure de rééducation, chose qui est unique chez nous,
et dans le monde, elle est prise en charge à 100%. Donc quelqu'un qui a besoin de rééducation va faire une cure de 21 jours entièrement payée par la sécurité sociale. Maintenant, au niveau de la remise en forme, qui est un programme de dérouillage et de gestion du stress, ça, ce sont les gens qui payent et c'est abordable. Ce n'est pas quelque chose qui est excessif. Merci Balodi Fahchouch d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes donc médecin thermaliste, auparavant directeur du service de remise en forme. Vous avez un papier à nous donner, j'ai l'impression. Il y a un formulaire d'inscription, je ne sais pas c'est pour qui. Je voudrais juste informer que sur Internet, en faisant thalassothérapie DZ, vous avez les documents à remplir pour le centre de thalassothérapie et pour la sécurité sociale. Donc, tout se fait sur la plateforme? Oui. D'accord. Ce qui permet aux gens de l'intérieur de ne pas se déplacer, de faire remplir ça par le médecin traitant et d'envoyer ça au niveau de la thalasso. Je peux donner l'email, donc dm.thalassosf@gmail.com. Merci. Je vous en prie, je vous offre le catalogue du groupe HTT. Ah bah c'est gentil ça. Et celui de l'annuaire des stations thermales qui est mis à jour à chaque fois avec la modernisation et qui sera bientôt diffusé. Et je sais à qui donner ces formulaires. Merci beaucoup, ces fascicules. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Eh bien, pas de plaisir partagé. Merci. J'espère que nos chers téléspectateurs ont apprécié votre passage, j'en suis sûre. Au plaisir de vous voir à la Thalasso. Merci. Alors, avant de recevoir notre dernière invitée, bien sûr, précédée de la rubrique Coin Vert présentée par Mali Moussaïd, on va vous proposer cette reprise de la chanteuse Nouara. On se retrouve juste après. Dites-nous. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. J'allais oublier. Il y a eu mercredi une journée d'études au niveau de l'hôtel Horaci avec les deux ministres du tourisme et de la santé et la Société algérienne de cardiologie. Et donc un mémorandum a été signé entre le groupe HTT et la Société de cardiologie pour développer la rééducation des cardiaques dans les stations thermales. Et le centre de Guelma va être pris comme station pilote. Donc ça c'est très important pour nos cardiaques. Et ensuite, il y aura un programme obésité. Voilà. Ah oui, c'est important. Très important. Et prochainement, Inch'Allah, une journée sur le thermalisme. Où on vous invitera. On y sera, on y sera. Merci beaucoup, Balodi Fahchouch. Merci beaucoup. La pause musicale, c'est tout de suite sur Canal Algérie. همشي تبغى مول ذي حمل والسين يمي وين جال غذا المول تصايد جاية فثركين همشي تبغى مول ذي حمل والسين يمي وين جال جاية في ثرقين أرض النقشي غادي يضرب وانو غلان يشتاق مثل غولي خصا زروب رفضاق سرساغ وريوشاق أرض النقشي غادي يضرب وانو غلان يشتاق مثل غولي خصا زروب رفضاق سرساغ وريوشاق ورثي غاضو الميرو يجاد الحلاو فنداق
Il y a un reportage au milieu, on voit pour la discute. Comme annoncé au tout début d'émission, on parle de maladies rares avec le directeur du centre médico-pédagogie El Mostaqbel, Mouloud Moutchou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être des nôtres. Ce matin, la première question que j'ai envie de vous poser, quel est le constat aujourd'hui en Algérie en termes de prise en charge des maladies rares? Voilà, justement, pour la prise en charge des maladies rares en Algérie, on est loin. Franchement, je peux dire qu'on est loin parce que, tout simplement, ça fait des années qu'on a fait une équipe avec pas mal de professeurs pour réaliser un centre de référence pour détecter certaines maladies rares juste après la naissance ou là, juste avant la naissance. Parce que si on n'a pas... Bon, le centre de recherche, je ne parle pas d'un centre de recherche, parce que le centre de recherche, ça coûte des milliards et des milliards. Mais un centre de référence, ce centre-là... Un laboratoire au moins. Voilà, c'est un genre de labo, bien sûr. Centre de référence, il y a une équipe pluridisciplinaire dans ce centre, il y a des spécialistes, il y a des généticiens, il y a des épidémiologistes, il y a des pédiatres, il y a des généralistes, il y a des gastro. Tout le staff est là, mais il manque la structure justement. Voilà, pour faciliter les choses pour un parent qui a un enfant qui a une maladie rare. Parce qu'actuellement, quand un parent a un enfant qui a une maladie rare, et la première fois, il va passer chez un pédiatre. Après, le pédiatre ne comprend rien dans cette maladie. Après, il envoie à Mustapha. Mustapha parlait d'Imsous. C'est toute une série de la recherche pour faire le diagnostic. Oui. Mais si on réalise ce centre de référence, le parent il va directement dans ce centre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une équipe pluridisciplinaire qui va travailler au-dessus. Qui vont les suivre, les orienter, les accompagner? Non, c'est pour faire le diagnostic. Parce que le plus important pour un parent, c'est de faire un diagnostic pour son enfant. Quand vous avez un enfant qui est malade, vous ne savez même pas ce qu'il a. C'est très très difficile. Mais quand vous savez que votre enfant il a telle maladie, même si on n'a pas les moyens ici en Algérie, il peut faire des recherches sur Internet. Il va passer à l'action, il va passer à la prise en charge de son enfant, même ailleurs. Alors c'est vrai qu'aucune institution n'est encore capable de donner des statistiques fiables, exactes sur les enfants atteints de ces maladies rares à cause de l'absence de diagnostic régulier, permanent, on ne peut pas avoir un chiffre. Mais on a certaines données avancées par des spécialistes. Mais bien sûr, quand on a des chiffres, ils disent 14 000, 16 000, ça dépend que... Mais le problème qui se pose, il y a presque 50 ou 60% des enfants qui ont des maladies rares, ils ne sont même pas diagnostiqués. Parce que, tout simplement, on ne peut pas faire un diagnostic comme ça. Il y a des diagnostics, par exemple, qui coûtent cher. Il y a des analyses, quand on va en Belgique ou en France, ça coûte des millions et des millions. Ouais. La plupart des gens, ils n'ont pas les moyens, surtout dans... Bon, à Alger, mais dans d'autres l'intérieur du pays, évidemment. Alors en 2004, eh bien, l'Algérie se limitait à diagnostiquer 4 pathologies rares. En 2017, nous étions à 16. 4 en 2004, c'est juste pour montrer la progression. Que bon, il y a eu des choses qui ont été faites, même s'il y a certains retards, mais des choses ont été faites. Oui, aujourd'hui, on en a combien de pathologies rares qu'on peut diagnostiquer en Algérie? Parce que je tiens à corriger cette... En 2002, on avait déjà 13 pathologies. Parce que les maladies rares, il y a plus de 8000 maladies rares au monde. Mais diagnostiquées avec un diagnostic vrai? Avec un diagnostic. Nous, dans notre centre, actuellement, on a 9 cas. Okay. 9 cas des maladies rares. On le traite actuellement. Parce que quand on dit un centre des maladies rares, dans notre centre, on ne peut pas prendre en charge toutes les maladies rares. Évidemment. De toute façon, ce n'est pas de votre ressort. Non. Voilà. On fait le diagnostic clinique. Parce qu'il y a un diagnostic clinique, et après, parce qu'on a des professeurs qui travaillent avec nous. Il y a le professeur Mchaoudan, il y a le professeur Bkhlouf, il y a Hablaoui. Ouais. C'est des professeurs qui font un très très grand travail. Mais le problème qui se pose actuellement, il n'y a pas de structure spécialisée pour prendre en charge ces enfants. Pour votre information, notre centre, c'est le premier sur le territoire national. Ouais. Il n'existe aucun centre qui prend en charge les maladies rares. C'est en quelque sorte un appel, c'est au pouvoir public. Voilà, bien sûr, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Alors, quand on dit prendre en charge un enfant qui a une maladie rare, c'est très très difficile. Parce qu'actuellement,
on prend les maladies qui sont reliées à l'autisme. Les maladies rares, par exemple, comme la William Bird, la Hillel-Mester-François, séquelles, la tyrosinémie, la phénylcétonurie, syndrome de West, Prader-Willi, ça, ces enfants, ils ont besoin des séances psychologie, orthophonie, ergothérapie, et surtout régulière, de manière régulière, qu'on puisse le suivre jusqu'à toujours, quoi. Mais non, on peut pas, par exemple, prendre en charge un enfant qui a une maladie, par exemple, gastro. Il n'est pas spécialisé. Dans notre centre, on a des psychologues et des orthophonistes et des psychomotriciennes. Très bien. Alors, maladies rares et auto-immunes, notre reporter Riles Hamouda nous en parle à travers ce reportage. On revient juste après. Ces jeunes filles font partie des personnes qui souffrent, et parfois même en silence. Elles souffrent d'un dérèglement du système immunitaire qui se met à attaquer leur organisme qu'il doit normalement protéger. Chose qui donne naissance à des maladies dites auto-immunes et parfois même à des maladies rares. J'ai été diagnostiquée récemment de 2 maladies auto-immunes et une cardiovasculaire. J'ai le lupus, un psoriasis et une thrombose veineuse. En début de 2018, j'ai été diagnostiquée d'un lupus. L'hospitalisation, elle était un petit peu difficile, mais ça va. Ils ont pris 3 semaines pour savoir ce que j'avais. Ils ont suspecté quand même des maladies plus graves comme la leucémie parce que je faisais une chute d'hémoglobine et des plaquettes en même temps. J'avais des douleurs au bas de mon dos, j'avais des douleurs partout et pendant 3 semaines, j'avais des douleurs partout dans mon corps et du coup, ils ont suspecté tout ce qui est grave. Après 3 semaines, ils ont fait un bilan inflammatoire, un bilan qui détecte qu'est-ce qu'il y a, la CRP et tout. Ils ont diagnostiqué un lupus. J'ai la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique intestinale. La maladie, j'ai reçu le diagnostic quand j'avais 18 ans. J'étais adolescente et je n'avais pas d'expérience avant avec la maladie. Donc, les premiers temps, j'ai été un petit peu effrayée par le diagnostic, mais après, j'ai vite accepté ma maladie. J'ai une maladie qui est invisible, une maladie qu'on ne voit pas et j'ai des difficultés qu'on ne voit pas. Donc, des fois, c'est un handicap pour moi, cette maladie. De manière générale, je la vis bien, je l'accepte. Ce n'est pas un handicap majeur dans ma vie, mais il y a des jours où des jours qui sont plus compliqués que d'autres. La plupart du temps, l'entrée dans la maladie va se faire signe par signe ou bien symptôme par symptôme. Ce sont des maladies, comme on dit, c'est des maladies caméléons, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre n'importe quelle forme. Elles ne peuvent pas directement orienter vers telle ou telle pathologie. Si je prends un exemple, par exemple, la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une atteinte du système digestif qui va donner certains symptômes. Tous les symptômes ne vont pas être présents d'emblée. Donc c'est pour cela qu'il y a une errance dans le diagnostic dans la plupart du temps. Que ce soit pour la maladie cœliaque, pour ce qui est des maladies systémiques comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer pour le médecin, même pour nous, médecins spécialistes. Myriam Mrizi fait partie de ces quelques 2 millions d'Algériens atteints de maladies rares. Des maladies qui sont à 80% génétiques, mais elles peuvent aussi être d'origine infectieuse ou auto-immune. Elles n'ont pas forcément, ou du moins pas encore de traitement, car elles dépendent de la recherche, mais elles nécessitent des soins et des suivis importants au quotidien, qui peuvent être contraignants et coûteux. Myriam Mrizi, elle se bat depuis plusieurs années pour que soient mieux détectées et prises en charge ces pathologies. Elle a d'ailleurs créé tout récemment la fondation Mayra, qui est active dans ce sens. Au début, j'ai créé une page sur les réseaux sociaux. J'ai décidé, il 10 ans, j'ai décidé de parler de les maladies, mais aussi de parler de gens qui ont l'occasion de témoigner sur leur maladie. Et avec le temps, j'ai logique que nous chose officielle. Donc, le 15 février 2021, on a ouvert notre fondation. Les maladies auto-immunes invisibles et rares, Mayra, maladies auto-immunes invisibles et rares. Pour les personnes qui ont des maladies, pour faire de la sensibilisation, باش نهضروا عليهم, باش الناس يعرفوهم, باش الناس يفهمونا. حبيت insister على le mot invisible parce que c'est des maladies ما يبانوش.
Un registre national est plus qu'important pour le recensement des malades et l'amélioration de leur prise en charge, qui les fera sortir de la solitude imposée par ces pathologies. Un reportage donc signé Riles Hamouda. Mouloud Moutchou, pour venir en aide à ces enfants malades, donc atteints de maladies rares ou auto-immunes, le maillon fort de toute démarche reste quand même les parents, le filet familial. Mais bien sûr, parce que tout simplement, c'est nous, dans notre centre, qu'est-ce qu'on fait quand un parent il vient qui a un enfant qui a une maladie rare? La première des choses, on prend en charge les parents d'abord. Oui. Parce que, pour leur expliquer les choses. Non, parce que si le parent il n'accepte pas son enfant tel qu'il est, impossible d'avancer sur la prise en charge. Parce que, il y a des défaillances à ce niveau? Mais bien sûr, il y a des couples même qui sont arrivés à un divorce. Parce que, bon, malheureusement, l'homme il dit que c'est la femme qui a fait un enfant qui a une maladie rare. C'est très égoïste. Bien sûr, c'est très grave. Ouais. C'est très grave. Il y a plusieurs, même des fois, il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants. Ah, c'est terrible. Ouais. Oui, on a dans notre centre, il y a des papas, c'est eux qui prennent en charge leurs enfants. Ouais. Mais, donc ils rejettent totalement. Mais ça, comment dire ça, on ne peut pas en vouloir le papa ou la maman. Tout simplement parce que on ne sait pas vraiment, on n'a pas de vraies informations pour un enfant qui a une maladie rare. Par exemple, je prends un exemple de mon fils. Moi, j'ai mon premier enfant, il avait une maladie rare. La Hilarmé, c'était François. Il se porte bien aujourd'hui? Très bien. Il est autonome, il est très bien. Maintenant, il est celui qui il a un poste de travail dans notre centre. Maintenant, il a 22 ans. C'est lui qui fait marcher les outils informatiques. Ah, bravo. Mais, bien sûr, c'est très bien. Alors, ces parents-là, quand ils viennent en détresse. Alors, la première des choses qu'on fait, c'est de faire des séances psychologiques. Les rassurer, les réconforter. Bien sûr. On les racontait, à chaque fois je donne, parce que là généralement c'est moi qui fais la guidance parentale, parce que je suis éducateur spécialisé dans les maladies rares et éducateur spécialisé dans l'autisme. Oui, l'autisme. Alors justement l'autisme, parfaite transition. C'est bientôt la journée mondiale de l'autisme. Il y a quelque chose de prévu dans votre centre? Oui, exactement. On va fêter ça. Bon, c'est pas fêté. Oui. C'est une journée, la demi-journée. Histoire de faire le point sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait. Voilà, la demi-journée, c'est de faire sensibiliser les parents et les professionnels. C'est une demi-journée pour sensibilisation et surtout les médecins. Oui. Parce que on a fait une proposition au ministère de la Santé. Pour faire des formations pour les pédiatres qui travaillent dans des petits quartiers. Parce que quand une famille a un enfant qui a par exemple un problème, la première fois, il va contacter le pédiatre. Si le pédiatre il connaît les signes d'autisme, c'est bon. Mais si le pédiatre ne sait pas les connaître, c'est pas le déceler, voilà. Alors c'est un grand problème. Oui. Parce que à chaque fois qu'il y a des parents qui viennent dans notre centre, leur enfant il a 5 ans, 6 ans, je pose la question à la maman, pourquoi vous n'avez pas fait le diagnostic avant? Bien plus tôt. Hein. Bien plus tôt. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et le pédiatre, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, elle me dit que le pédiatre, il me dit quand il va, par exemple, un enfant qui ne parle pas. Oui. Un enfant qui a, par exemple, 2 ans, 2 ans et demi, qui ne parle pas, ça veut dire qu'il a un problème. Oui. Et le médecin lui dit peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il va parler. Non, c'est pas possible. C'est pas une réponse. Voilà, c'est pas une réponse d'un vrai professionnel. Alors, si le pédiatre connaît bien les signes d'autisme, il va l'orienter vers un psychologue, un orthophoniste, un pédopsychiatre, dans un centre spécialisé. Alors, et on a fait une autre proposition pour faire des centres spécialisés pour l'autisme. Parce que prendre en charge un enfant a besoin spécifique, un enfant par exemple trisomie, malade mental, c'est pas pareil comme un enfant autiste. Oui, parce que le travail avec des enfants autistes, il est très délicat, il est spécifique. Surtout qu'il y a différents autismes. Voilà. On parle de l'autisme. L'autisme est divisé en 3. Il y a l'autisme Asperger, c'est un autisme à haut niveau.
Il y a l'autisme classique et l'autisme sévère. Alors, nous, ici en Algérie, la première des choses, la première proposition qu'on a fait à l'État, c'est de former les éducateurs et les psychologues et les orthophonistes dans l'autisme. Et pour ça, à chaque fois, ils amènent des formateurs étrangers. Non, c'est faux. Parce que l'autisme, c'est l'autisme américain ou la belge ou la français, c'est pas comme un enfant autiste algérien. On n'a pas les mêmes conditions. Il y a l'environnement aussi qui joue. Non, l'autisme, c'est une éducation, pour prendre en charge un enfant autiste, c'est une éducation spécifique. Oui. Un autiste, il n'a pas besoin de médicaments. À moins qu'il y a des autistes qui ont, on appelle ça les polyhandicaps. Oui. Un autiste qui a, par exemple, des crises épileptiques, il faut qu'il prenne ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Mais un enfant qui a rien que l'autisme, il n'a pas besoin de médicaments. Il a besoin des séances psychologie, orthophonie, ergothérapie. Très bien. Mouloud Moutchou, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du centre, directeur du centre médico-pédagogie El Moustaqbel. Donc vous traitiez des maladies rares et de l'autisme. Pas toutes les maladies rares. Toutes les maladies. Et je profite de l'occasion de passer un grand bonjour pour mon équipe, l'équipe de Centre El Moustaqbel. Ils vous regardent ce matin. On les embrasse aussi, on leur passe le salut. Allez, direction à présent Tipaza. Gros plan sur l'huilerie artisanale de Taïb Karrar au village Boudjebourn. Leila Benaïcha pour ce sujet. En plein cœur de la Mitidja, le village de Boudjebourn de la commune Merred dispose de grandes superficies d'oliveraies, offrant des opportunités d'investissement dans la production de l'huile d'olive. La raison qui a poussé Taïb Karrar à basculer du métier de transporteur vers la production de l'huile d'olive. ايام بعد الكار هذيك بانت لي انا كنت ديسيدي باش ندير بولونجي هي شريت هذه وتكلت على ربي درت ربي ونبي في بالي وخدمت الحمد لله. Aujourd'hui, l'huilerie artisanale de Taïeb Karrar fonctionne avec un effectif de 12 ouvriers répartis en 3 groupes. انا قلت صافي نديماري ونشوف الى نجحت نكمل ما نجحتش نعاود نبيع الماتريال هذاك ونشوف حاجه اخرى. صافي انا كان نخدم انا مع ولادي. Malgré son manque d'expérience dans le domaine et 4 ans déjà après le début de son aventure, Taïeb récolte le fruit de son travail. العام الاول شويه من العام دوزيام من العام الثالث تحسنت الحاله شويه حتى الوقت هذا راكم تشوفوا بعينكم الخير كبار والفلاحين راهم يغرسوا في الزيتون كان بزاف. Écologique, cette huilerie utilise un four artisanal au bois. Les grignons d'olive ainsi que la margine sont récupérés comme engrais pour fertiliser la terre. العظم هذاك انا كنت نشوف هنا كنا نرموه مي كي سيتو هنا في التراب عندي هنا في التراب لقيت الانتاج يجيب الانتاج وليت ما رميش وليت نحطوه في شيء ومن بعد نديرو في التراب عندي في الارض تاعي. Entre 80 et 100 quintaux d'olives sont broyés chaque jour dans cette huilerie pour en extraire une huile d'olive artisanale de qualité, destinée à une clientèle venant des 4 coins du pays. اليوم ما عندش في جهه واحده اخرى يجونا حتى من البويره من تيزي وزوج يدوزي يجوا حتى من الاضرار من غرديه. L'expérience de Taïeb Karrar est une autre preuve que le travail de la terre reste une source inépuisable pour tout investissement. Allez, on parle de légumes verts dans votre espace Coin Vert avec Malie Moussaïd. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. En forme à ce que je vois. Oui. Comme toujours. Comme toujours. Alors ce matin, vous avez choisi de nous parler des cornichons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cornichon? Eh ben, le cornichon est un petit concombre. Donc, c'est une variété de concombre qu'on ne laisse pas arriver à maturité et qu'on fait macérer dans une saumure. Voilà. Alors, quand le cueillir? Alors, quand le cueillir, tout dépend. Oui, voilà, tout petit. Donc, pendant très longtemps, donc il fait bien sûr partie de la grande famille des cucurbitacées. Donc, c'est courgettes, concombres et tout ce qui s'ensuit. Donc, sur plusieurs années, donc il y a eu une espèce de sélection pour arriver à avoir donc ce petit cornichon, donc qui va grandir. Hein. Il faut savoir que le cornichon, si on le laisse arriver à maturité, ça nous donnera un grand concombre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la récolte se fait. Tout dépend des pays où on le cultive. Donc, par exemple, chez nous,
c'est généralement pendant l'été, plutôt vers le nord, donc en Europe, généralement c'est une fois par an, donc c'est une plante annuelle. Mais il faut savoir que dans son pays d'origine, donc qui est l'Asie, enfin pas son pays d'origine, donc maintenant ce sont les premiers producteurs de cornichons, donc entre la Chine, l'Inde, les États-Unis aussi, l'Iran. Donc ce sont vraiment les premiers pays producteurs au monde. Donc on retrouve des cornichons d'Inde, de Chine, sur pratiquement, on va dire, sur tous les continents. Et donc dans ces régions-là, par contre, on peut avoir jusqu'à 3 récoltes par an. Donc c'est pour ça qu'ils sont les premiers producteurs. Quand nous, on n'a qu'une seule récolte, eux, ils en ont 3. Plusieurs. Voilà. Selon la variété, le cornichon peut être petit, gros, doux, même piquant. Oui. C'est la variété en elle-même ou ça dépend de la saumure dans laquelle il macère? En fait, c'est plutôt la variété en elle-même. Donc on va choisir une variété qui a beaucoup plus de croquant. Donc il faut savoir que d'une variété à une autre, le croquant n'est pas le même. Donc on va essayer de sélectionner celle qui a le plus de croquant, la plus douce aussi, parce que quelquefois on peut trouver des variétés qui ont un goût légèrement amer. Donc il y a une sélection et quand par exemple vous voulez cultiver vous-même donc vos cornichons, on peut le faire si on a un petit jardin ou même en jardinière sur le balcon, ça peut se faire. En plus c'est le moment de c'est le moment de les semer. Pour les récolter au mois de juin. Pour les récolter au mois de juin, en juillet aussi. En fait, tout dépendra on va dire de la météo, parce que plus il fera chaud et plus les cornichons arriveront à maturité le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, il existe près de 370 variétés de cornichons dans le monde. Oui. À quand un salon du cornichon? Ben, je ne sais pas. Ah, ça fera un plaisir pour aller goûter. Alors, je vois un petit pot de cornichon, il est très petit. Il est petit, oui. Pourquoi? J'ai pas voulu ramener un grand parce que je me suis dit on va se le partager après parce que si on ramène un grand, je suis sur petit ou grand, on le finira. On le voilà. Donc il y a tout le monde aime les cornichons, bien entendu, surtout maintenant en période de Ramadan, donc toutes nos salades, tous nos plats vont être comme ça agrémentés. Ça se décline en plusieurs recettes. Oui, donc ce qu'on va faire, c'est que beaucoup de personnes l'évitent, même s'ils sont friands de ce petit légume, ils l'évitent pour la simple et bonne raison que la quantité de sel est assez importante. Oui. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste une petite astuce, c'est le faire macérer dans du vinaigre, donc mettre une mesure de vinaigre, une mesure d'eau, le laisser dans un bocal comme ça au réfrigérateur pendant 2-3 jours. Donc il va le dessaler légèrement et on pourra le consommer avec beaucoup moins de sel. Super. Alors Mariam, est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, le 14 novembre de chaque année, c'était la journée nationale du cornichon? Non, je le savais pas. Oui, comme quoi le cornichon a aussi droit à son heure de gloire. Ah ben voilà. Surtout qu'à l'époque, ça viendra chez nous. Très bien. Alors, surtout qu'à l'époque, c'était une manière de conserver les aliments pour que ça ne périsse pas. Exactement. Exactement au départ, c'était plus ça. Donc essayer d'avoir des légumes verts tout au long de l'année. Il faut savoir que dans certains pays aussi, c'était compliqué d'avoir des légumes verts sur l'année entière. Oui, tout à fait. Donc c'était un bon moyen de conserver. Donc depuis la nuit des temps, ça a toujours été le sel déjà séché, fumé. Et là maintenant, avec le vinaigre histoire de prévenir les périodes de disette, grâce aux légumes mis dans des saumures. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mariam. Alors, merci pour ces gourmands d'informations. En tout cas, lui, il va finir, vous allez ressortir avec le bocal tout vide. C'est pour ça. Voilà. On se retrouvera lundi prochain et très belle journée à vous. Merci à vous. Ensoleillé, vous également qui nous regardez ce matin. Merci, nous étions en direct. C'est la fin de cette émission sponsorisée par Coral Peinture. Je vous laisse regarder cette courte vidéo qui a fait le buzz. Donc, une jeune chanteuse qui a pris le micro sur le niveau de la rue de Ben Mhidi. Et qui a chanté donc du chant de rue. C'est sur Canal Algérie. Excellente journée à vous avec le reste de nos programmes sur Canal Algérie. À demain, j'espère, portez-vous bien.